Bonjour à tous, moi je m'appelle François Buvry, je fais partie de la Chambre de métier et de l'artisanat de Normandie et d'un service qui est le Pôle Athènes, qui est un service dédié à l'accompagnement et l'information sur l'innovation et les technologies numériques. Et j'ai mon collègue Benjamin qui sera aussi en co-animation avec moi tout au long de ce webinaire. Avant d'attaquer voilà. Avant d'attaquer le contenu, quelques petites consignes entre guillemets. On vous conseille de couper votre webcam pour maintenir des flux aussi rapides que possible et de couper également le micro pendant la réunion. Vous avez normalement accès au module de chat pour poser les questions qui peuvent vous venir en cours de route, hein. N'hésitez pas à vous en servir. Et puis, de toute façon, à la fin, il y aura une partie échange où là, on pourra échanger en direct. Voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre une petite analogie avec la météo, hein. On va imaginer qu'on a un bulletin météo cybersécurité. Et en l'occurrence, ce que les prévisions de temps nous annoncent, c'est que il va y avoir un temps assez couvert à l'occasion notamment des Jeux Olympiques, à la fois en amont, mais aussi pendant les Jeux Olympiques. Cette information d'alerte, en fait, elle émane des services de l'État, hein, et notamment du site cybermalveillance.gouv.fr, qui pressent qu'il va y avoir une intense activité de cybermalveillance à venir. Ce webinaire, en fait, aura deux parties. La première partie, qu'on va essayer d'être la plus courte et la plus rapide possible, sera un petit peu euh, moins agréable et peut-être un peu anxiogène. On va vous expliquer en fait quels sont les risques auxquels vous allez être exposé et quelles pourraient être les conséquences de ces risques. Et puis tout de suite après, une fois qu'on aura vu ça, et c'est pas la plus grande partie du webinaire, on attaquera une deuxième partie beaucoup plus positive et constructive sur quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour vous prémunir autant que possible de ces risques. Un point quand même d'avertissement qu'il faut avoir en tête, c'est que on s'est concentré sur ce webinaire sur des mesures basiques, simples, gratuites ou très peu coûteuses que vous pouvez mettre en œuvre rapidement à l'approche des JO. Ce n'est pas forcément le summum et on ne verra pas tout ce qu'il y a à faire en matière de protection d'une entreprise artisanale, en matière de cybersécurité. Là, on va aller juste à l'essentiel et au plus pratique. Alors, quand on parle d'avertissements donnés par l'État et cybermalveillance.gouv.fr, on va dire globalement qu'il y a trois types d'attaques qui vont augmenter considérablement. Les premières, que je ne vais pas détailler plus après, ça va être des attaques ciblées très, très probablement sur tous les acteurs qui gravitent autour des Jeux Olympiques. Le but étant, pour les pirates qu'on a en face de nous, de vouloir perturber la fête. On peut imaginer que tous les services de billetterie, de transport, d'hôtellerie, là, vont faire l'objet d'attaques et je pense que tous les experts de cybersécurité sont mobilisés largement pour ça. Maintenant, ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est probablement des attaques beaucoup plus diffuses, non ciblées, par envoi de mails, de SMS, très largement, pour deux objectifs. Il y aura probablement une partie de ces attaques qui aura un aspect intéressé, c'est-à-dire le but, ça sera de récupérer de l'argent à travers de différents moyens qu'on verra. Et puis il y en a d'autres qui rejoindront le premier type d'attaque qu'on a vu, c'est-à-dire globalement, pas tant récupérer de l'argent, mais embêter le maximum de monde, entreprises, particuliers, grandes entreprises, petites entreprises, services publics, pour également désorganiser un peu ou laisser à penser que l'organisation n'est pas au top. Alors, on va voir principalement deux types d'attaques qui se passent par diffusion de messages diffus et non ciblés. On va parler de rançongiciel et de hameçonnage. Alors, une petite vidéo, un petit témoignage sur le rançongiciel. Lorsqu'il se rend au travail la semaine dernière, voilà ce que découvre ce chef d'entreprise. Ses ordinateurs paralysés et une demande de rançon. Bien sûr, c'est écrit en anglais, hein. Il y a une adresse mail, il y a un numéro. Il faut répondre dans les 24 heures. Et puis une fois que vous avez répondu, on vous raquette. Pour moi, 3 800 €.
Un racket qu'il refuse. Mais sans payer, toutes les données de son ordinateur restent inaccessibles. Son entreprise est paralysée. Ce qui fait travailler la société, où on a nos clients, où on a notre stock, où on a notre comptabilité, ben, tout ça c'est crypté. Aujourd'hui, la société ne sert plus à rien. André Thomas a porté plainte et affirme qu'il va devoir mettre la clé sous la porte. Chaque année, Pardon. une entreprise sur 4 environ serait victime de ransomware, ces logiciels de rançons informatiques. Les proies les plus vulnérables, ce sont les petites et moyennes entreprises. Des attaques d'autant plus difficiles à prévenir qu'elles arrivent parfois par un simple mail. L'arrivée de ce logiciel malveillant est très souvent due à un mauvais clic ou des pièces jointes que les personnes ouvrent, des fausses pièces jointes qui se font passer pour des factures, des devis, et c'est par ce biais-là que le virus rentre. Donc voilà le premier type d'attaque dont le risque va augmenter très probablement. C'est l'aspect rançongiciel, donc sans faire exprès, entre guillemets, on clique au mauvais endroit et ça déclenche l'implantation d'un logiciel malveillant qui va se charger d'explorer tout ce qu'il peut, tous les matériels auxquels il peut accéder. Donc, s'il n'y a qu'un PC entreprise, ça sera le PC, mais tout ce qui serait connecté éventuellement à ce PC, que ce soit l'imprimante ou autre, tout va être contaminé par le virus, si on peut dire. Ça peut toucher tout le monde. Ici, en Normandie, on a quelques exemples, alors non artisanaux, mais assez marquants. Il y a eu deux ou 3 ans, je crois, c'est la mairie de Caen qui avait été touchée, avec des services bloqués, hein, tout ce qui était établissement de papier, carte grise, carte d'identité, tout avait été bloqué pendant plusieurs semaines. La région Normandie a également été touchée il y a un peu plus d'1 an. Ils ont mis 4 mois pour se rétablir. Ça leur a coûté quelques centaines de milliers d'euros. Bon, ils avaient a priori une assurance qui a pris en charge une partie du coût, mais ça a quand même pénalisé fortement les services. Et puis, on entend régulièrement parler, les hôpitaux sont des cibles un petit peu de choix parce que, en plus de la demande de rançon ou en plus de la pression pour la demande de la rançon, les pirates, dans ce cas-là, se proposent généreusement ou menacent de publier des données de patients, des dossiers personnels de patients, ce qui donne une pression supplémentaire pour dire à l'hôpital, il faut payer absolument cette rançon. Alors, le deuxième type d'attaque que vous allez peut-être rencontrer, ce sont des attaques dites d'hameçonnage ou de phishing en anglais. Le principe étant, en fait, d'envoyer largement des emails, c'est le cas ici, il y a 2 emails à droite et en bas, ou des SMS, hein, ça peut aller par différents canaux, avec généralement un lien pour vous inciter à aller cliquer et derrière, dans un second temps, fournir des données qui peuvent être des données personnelles, vous identifiant, des mots de passe, un numéro de carte bancaire, un numéro de sécurité sociale, enfin tout un tas de données. Le but étant après que les pirates puissent se servir de ces données pour aller plus loin dans le piratage de votre système informatique. Alors, même si on en reparlera tout de suite après, il y a quand même des choses qu'on peut remarquer sur ce genre de mail. Hein. Là, par exemple, on a un mail qui est censé être envoyé par la Banque Populaire et on voit que l'adresse au-dessus n'a rien à voir avec une adresse d'un établissement bancaire. Donc ça, c'est un point d'alerte. Quelque chose qui est généralement classique aussi dans ce genre de message, c'est une certaine pression qui est mise sur vous pour vous dire, il faut répondre, mais tout de suite. Et là, en l'occurrence, donc, il y avait, je sais pas, une mise à jour sur le système de carte, et on dit, voilà, on n'a pas, si on n'a pas de réponse de part, on est au regret de vous informer que vous ne pourrez plus utiliser votre carte sur Internet. Autre point d'alerte, là en bas à gauche, c'est un mail que j'ai reçu dans ma boîte professionnelle en début de semaine. Bon, déjà, le contenu n'est pas très aguichant, mais également dans l'adresse de l'émetteur, on voit qu'il est question d'un Andreas Hotel Yukon. Bon, Yukon, c'est aux États-Unis. Je ne me suis jamais allé dans ce genre dans ce lieu. Donc, typiquement, ce genre de mail, visiblement, ce sont des tentatives d'hameçonnage. Alors, l'hameçonnage dont on va parler aujourd'hui, c'est l'hameçonnage par envoi de mail. Il faut savoir que la suite de l'hameçonnage, c'est le piratage d'un ou de plusieurs de votre compte Internet en ligne, hein, que ce soit votre
compte de messagerie ou votre compte ou un compte fournisseur ou autre, hein, il y a d'autres causes qui peuvent aboutir au même résultat qui est le piratage de votre compte. Il peut y avoir des cas où le pirate va essayer, s'il dispose par ailleurs de votre adresse mail qu'il peut trouver peut-être sur des papiers, des courriers, des mails de l'entreprise ou son site web, il peut tenter de deviner, en essayant beaucoup de combinaisons possibles, il peut tenter de deviner un mot de passe. Ce qui peut arriver aussi, et là vous êtes totalement, on est totalement sans défense là-dessus, enfin pratiquement sans défense. Il se peut parfois que un service en ligne, ça peut être mettons une plateforme d'achat par exemple, vous avez rentré sur cette plateforme d'achat vos coordonnées, mail, un mot de passe qui a été crypté, on l'espère, et puis peut-être d'autres coordonnées, peut-être votre numéro de carte bancaire. Ben, il se peut que cette plateforme soit elle-même victime d'un piratage. Et donc, on sait qu'il existe un certain nombre de bases de données, d'identifiants qui ont été piratées. Le problème dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas forcément au courant que vos propres données ont été piratées par ailleurs. Puis enfin, le dernier type d'attaque, ça peut être des attaques de piratage, mais beaucoup plus ciblées. Mais ça, je ne vais pas en développer aujourd'hui parce que ça ne sera vraiment pas probablement ce qui ne se passera pas à l'approche des JO. Les conséquences d'un piratage de compte, ça dépend du type de compte qui est touché. Là, par exemple, alors c'était un exemple qui était paru dans la presse en région Poitou-Charentes. On a eu un artisan de l'Orne qui a été touché sur le même principe, nous, en fin d'année dernière. Là, en l'occurrence, le pirate a pu rentrer dans la boîte mail de l'entreprise. Ce faisant, ayant accès à la boîte mail de l'entreprise, il a pu paramétrer un automatisme dans l'entreprise, dans la boîte mail, qui ont fait que quand l'artisan a envoyé des factures à ses clients, le pirate a pu intercepter ces factures, modifier les coordonnées bancaires qui étaient celles de l'entreprise au départ en mettant les coordonnées bancaires d'un autre compte et envoyer le tout au client. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, le client reçoit une facture, il règle en toute bonne foi à l'endroit où on lui a indiqué de verser l'argent, sauf que l'entreprise, évidemment, ne reçoit absolument pas ce paiement. Le piratage de boîte mail, alors, ça peut présenter ce risque-là. Ça présente aussi un risque extrêmement important parce que pour beaucoup des comptes qu'on est amené à créer sur Internet, on va souvent utiliser notre adresse mail comme identifiant. Et même si on a des mots de passe différents, une fois que le pirate a accès à notre boîte mail, il peut aller sur une autre plateforme, par exemple plateforme d'achat, ou je sais pas, ou la sécurité sociale, ou les impôts ou autre, taper votre adresse et lancer la procédure de j'ai oublié mon mail, enfin j'ai oublié par contre mon mot de passe. Et dans ce cas-là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer des éléments pour créer un nouveau mot de passe, mais non pas à vous n'allez pas recevoir ce message, mais c'est le pirate qui va pouvoir recevoir ce message et du coup modifier à votre insu le mot de passe pour accéder à ces différentes plateformes. Donc la messagerie, c'est un élément critique en matière de sécurité pour tout le monde. Après, autres comptes qui peuvent être piratés, ça peut être éventuellement des comptes financiers, des comptes bancaires, avec des risques de détournement ou déclenchement de virement. Ça peut être des comptes fournisseurs, avec des commandes qui seraient passées au nom de l'entreprise, mais évidemment non livrées. Et puis, ça peut être aussi l'accès aux comptes réseaux sociaux de l'entreprise, avec possibilité pour le pirate, une fois qu'il a accès à ses comptes, de publier, détourner des comptes et faire ce qu'il veut avec. Alors, on va quitter la partie anxiogène, on va revenir maintenant à des choses plus pragmatiques en matière de protection. Et donc, on va vous proposer 4 actions à mettre en place qui sont très simples, qui sont quasiment gratuites, qui peuvent être mises en place rapidement. Et puis, en plus de ces 4 actions, on parlera également, au cas où, malgré tout, ça ne suffirait pas, de la conduite à tenir si jamais vous êtes victime d'une attaque. Alors, dans ces 4 actions, en fait, il y en a 3 qui concernent des aspects techniques, donc qui nécessitent uniquement des actions sur votre système d'information ou sur vos mots de passe ou autres. La 4e, elle repose essentiellement sur le facteur humain, qui est malgré tout une cause importante, à la fois pour ne pas se faire piéger, mais aussi pour être piégé.
Première action très simple et absolument pas coûteuse, c'est mettez à jour tout ce que vous pouvez en matière d'équipement informatique. Les ordinateurs utilisés par l'entreprise, mais aussi pensez aux outils, aux appareils mobiles, un smartphone, tablette, et puis il y a tout ce qui peut graviter autour, hein, la box avec l'accès à Internet, les machines de fabrication si elles sont connectées à Internet, des objets connectés si vous en avez. Donc ça, c'est tous les matériels qu'il faut avoir en tête. Et là-dessus, il y a plusieurs types de mises à jour qui peuvent être faites. Le système d'exploitation, que ce soit Windows ou Mac ou Android ou autre, il faut absolument que ce soit à la version la plus récente. Alors, pourquoi en fait fondamentalement ces mises à jour? C'est que souvent les mises à jour peuvent apporter des améliorations techniques, mais aussi visent justement à corriger des failles de sécurité. Et ces failles de sécurité, une fois qu'elles sont identifiées, elles sont très souvent connues et identifiées également par les pirates. Et donc, si vous avez un système Windows qui n'est pas à jour, vous pouvez recevoir un email qui voudrait exploiter cette faille. Et si vous n'êtes pas à jour, la faille pourrait être opérante. Si votre Windows est à jour, vous recevrez l'email quand même, mais votre système, peut-être dans ce cas-là, refusera parce qu'il a été perfectionné sur le sujet. Donc, système d'exploitation, les navigateurs Internet, parce que beaucoup de contamination se fait via une navigation ou un accès sur un site Internet. Bon, les clients de messagerie, agenda contact. Une catégorie, alors que j'ai mis en rouge bien gros, parce que évidemment c'est hyper important, c'est les outils antivirus, anti-malware, anti-spyware. Malware, c'est logiciel malveillant, spyware, c'est les logiciels espions. Il y en a maintenant généralement qui sont en plus inclus avec votre système d'exploitation, avec Windows. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés par ailleurs pour avoir une protection supplémentaire, hein. Certains sont gratuits, certains sont payants. Bon, même les payants ne sont pas non plus à des sommes folles. Il faut absolument, que vous disposiez de ces outils-là, que ces logiciels soient à jour, et en plus que les bases de données qu'ils utilisent, hein, les bases de virus, parce qu'en fait, pour chercher un virus ou empêcher un virus, ils vont le baser sur la liste des virus qu'ils ont déjà en mémoire. Si vous avez une liste de virus qui date de 2022 et que vous êtes en contact avec un virus de 2024, votre logiciel, lui, ne va pas le reconnaître et donc ne va pas l'arrêter. Donc les logiciels et les bases de données. Et puis plus généralement, tous les logiciels qui peuvent être utilisés dans l'entreprise, la bureautique, bien sûr, les lecteurs. Il y a des risques importants à l'ouverture de pièces jointes. Quand on ouvre une pièce jointe, on va déclencher, mettre en œuvre un lecteur de PDF ou un lecteur d'images ou un lecteur de vidéo. Ces logiciels-là aussi doivent être à jour autant que possible. Deuxième action technique simple à mettre en œuvre, c'est d'empêcher l'accès frauduleux à tous vos comptes, entre guillemets, hein, et donc notamment le premier niveau de protection, mais qui doit être aussi fort que possible, c'est sur les mots de passe. Première règle, il vaut mieux avoir des mots de passe différents pour tous vos comptes. Le risque étant, si vous avez un mot de passe unique pour tous vos comptes, si jamais, pour une raison quelconque, il est piraté sur un des comptes, ça donnera la possibilité aux pirates d'accéder à tous les autres comptes en se basant sur la même adresse et le même mot de passe. Il faut éviter, quand on choisit des mots de passe, de prendre des mots qui sont évidents et des mots qui sont déjà existants et qu'on peut trouver dans des dictionnaires ou qu'on trouve facilement. Je vous montrerai quelques exemples de mots évidents. Il faut choisir un mot de passe fort, et là aussi, on va vous expliquer ce que c'est. Et il faut que ce mot de passe ait été changé récemment. Donc, si en l'occurrence, vous apercevez que vos mots de passe ne sont peut-être pas assez forts, vous allez les changer, j'espère, très rapidement, donc là, ça ira. Si vous aviez déjà des mots de passe qui sont considérés comme forts, mais qui remontent à quelques mois ou pire, quelques années, là, pour le coup, à l'approche de ce qui vient, c'est notamment le moment de changer, de mettre à jour avec un nouveau mot de passe. C'est pas un mystère, les mots de passe, pour qu'ils soient forts, on va voir qu'ils ont intérêt à avoir une certaine taille et une certaine complexité et qu'ils ne doivent pas être évidents. Donc, du coup, c'est pas facile de s'en souvenir. Il y a des moyens mnémotechniques, on va en voir un, mais vous avez aussi possibilité d'utiliser des outils gratuits comme KeePass ou Bitwarden, qui sont des gestionnaires de mots de passe. Le principe étant, vous avez un mot de passe fort, très fort, pour accéder à l'outil,
Et derrière, c'est l'outil qui se charge de mémoriser tous les mots de passe de vos sites et éventuellement d'avoir des choses assez difficiles à passer. Quand je parlais de mots de passe évidents, voilà une statistique alors, qui remonte à l'année dernière, non, même pas cette année, mais publiée cette année, mais à partir des données de l'année dernière. Kaspersky, c'est un éditeur de logiciels antivirus, et donc qui nous indique que les mots de passe les plus utilisés en France, voilà, ce sont les 20 premiers du classement. Hein. Donc on retrouve évidemment des choses qui sont absolument à proscrire, hein, les suites de chiffres du clavier dans l'ordre, les premières lettres du clavier dans l'ordre également, ou des mots évidents type password ou bonjour ou mot de passe, hein, en lettres. Globalement, d'après leur analyse, en dehors de ces mots de passe évidents, même pour des mots de passe non évidents et qui ne seraient pas considérés comme très forts, ils considèrent que 45% des mots de passe utilisés sont craquables par un pirate en moins d'une minute. Donc, il y a certainement une attention à porter là-dessus. Mot de passe fort, en l'occurrence, il y a deux dimensions à prendre en compte pour choisir un mot de passe fort. Il y a, vous vous en doutez un petit peu, la longueur du mot de passe. Et donc là, vous avez un tableau qui présente en ligne différentes hypothèses de longueur du mot de passe. Et puis la complexité de ce qu'on met dedans. Entre, il n'y a que des chiffres, il n'y a que des lettres d'un certain type, et puis la colonne à droite, c'est un mélange de nombres, de lettres, majuscules, minuscules et de symboles. Et donc, vous voyez dans ce tableau, même s'il remonte à 2023, pour qu'on ait une certaine... Alors, ce qui est indiqué dans les cases, c'est la durée qu'il faut à un pirate pour deviner le mot de passe. Donc, si je prends un exemple, hein, un mot de passe de 8 caractères avec des lettres minuscules, avec les outils informatiques dont les pirates disposent, on considère qu'il va immédiatement, quasiment immédiatement, pouvoir deviner, le trouver. Il va tester un grand nombre de combinaisons et il va finir par tomber sur la bonne. Et donc, du coup, un mot de passe fort, ce qu'on peut vous conseiller, c'est au minimum une douzaine de caractères. Et puis, surtout, utiliser un mélange de types de symboles différents. Lettres, chiffres, majuscules et autres. Un exemple de moyen mnémotechnique. Alors, il y en a plusieurs qui existent. Hein. Là, je vais vous en proposer un. Donc, on serait en atelier, j'écrirais sur un paperboard ou sur un tableau blanc ce mot de passe-là. Là, je suis obligé de vous demander de me croire que j'ai mémorisé ce mot de passe-là. Donc, c'est un mot de passe qui fait 17 caractères. Donc, celui-là, normalement, il va résister un certain temps. Bon, moi, j'ai pas une mémoire exceptionnelle. Hein. Je suis comme tout le monde. Et pourtant, pour mémoriser ça, il y a une astuce assez facile. C'est d'avoir recours à une... Alors ça, en l'occurrence, c'est un extrait d'une petite chanson enfantine. Ça peut être un proverbe, ça peut être un slogan publicitaire, ça peut être une phrase qui vous a particulièrement marqué, peu importe. L'idée étant de prendre dans cette phrase, par exemple, la première lettre de chaque mot. Quand il y a un mot qui se prononce comme un chiffre, cette fois-ci, c'est de mettre le chiffre à la place. Donc là, l'article 2 devient 2, le 1 devient 1. Si vous utilisez la ville de Troyes ou la gare de Troyes, vous avez le chiffre 3. Vous pouvez pas aller en vacances autour de 7. Bon, il y a différentes combinaisons possibles. Hein. Et puis, là, en l'occurrence, Pierrot, j'ai considéré que c'était un nom propre. Donc voilà une majuscule qui apparaît. Et pour séparer les deux parties de ma phrase, j'ai utilisé un caractère spécial. Bon, c'est un moyen de mémoriser. On ne peut pas en mémoriser 50 comme ça, mais peut-être le mot de passe qui vous permet d'accéder à votre gestionnaire de mot de passe, ça peut être une solution pour mémoriser un mot de passe très fort qui sera difficile à passer. Bien que très fort, il faudra quand même le changer de temps en temps. Hein. Toujours sur l'aspect protection de l'accès au compte, autant le mot de passe fort et renouvelé est important, autant la deuxième barrière, dès que c'est possible, dès que vous avez la possibilité d'utiliser la double authentification, faites-le. Comme ça, dans le cas où, malgré tout, le pirate a réussi à trouver, peut-être dans une base de données sur le net, votre mot de passe, même s'il est très fort, avec la double authentification, ça vous donne quand même la chance de pouvoir empêcher une connexion qui ne serait pas la vôtre sur un de vos comptes. Pensez également, en matière de mots de passe, à changer ceux qui sont fournis avec certains équipements informatiques. Vous pouvez avoir des mots de passe, notamment sur les bornes, alors les bornes Wi-Fi, les bornes fibres hein, de l'opérateur accès Internet. Ça peut être des imprimantes, ça peut être peut-être des machines. Hein.
souvent, ces mots de passe des équipements peuvent aussi faire partie de bases de données qui circulent sur les recoins d'Internet. Et donc, potentiellement, elles peuvent être testées par des pirates. Donc, pensez à remettre un mot de passe bien à vous sur ces outils-là. Pour vérifier justement que votre mot de passe n'a pas déjà été, ne faisait pas partie d'une base de données qui a été malencontreusement piratée, vous avez un site que vous pouvez utiliser. L'adresse est en haut, hein, en gros, c'est est-ce que j'ai été piraté, hein, voilà. Je l'ai testé par exemple pour une de mes adresses professionnelles. Et donc le résultat de ce test, c'est qu'en gros, on me dit, ben voilà, cette adresse-là, effectivement, on la retrouve sur des bases de données dans le dark web, hein. En l'occurrence, il se trouve que la plateforme Nitro a été piratée en 2020. Et dans ce qui a été récupéré, il y avait des adresses email, des adresses courriels, des noms et des mots de passe. Alors, éventuellement chiffrés, mais les mots de passe sont dessus. Et puis plus récemment, en janvier, l'outil Trello, qui est un outil de gestion de projet, hein, a été également piraté. Et il se trouve que dans ce cas-là, il y a les adresses mail, le nom et les noms d'utilisateurs qui ont été du coup récupérés potentiellement par des pirates. Pas forcément déjà utilisés, mais en tout cas à disposition pour des malveillants. La troisième action technique, c'est la sauvegarde des données. Alors, en quoi la sauvegarde est extrêmement importante? Si jamais, alors c'est pas du préventif, là ce sera plutôt du curatif. Si jamais, malgré tout, vous êtes victime d'un rançongiciel ou d'un piratage de compte, il peut arriver, alors ce sera quasiment systématique pour le rançongiciel d'ailleurs, hein, il peut arriver des cas où la solution pour vous en sortir, avec l'aide souvent d'un prestataire, ça sera de remettre complètement à zéro tous vos équipements informatiques. C'est-à-dire on efface tout, on formate tout, on nettoie tout dans tous les coins, on réinstalle proprement les systèmes d'exploitation et tous les programmes. Et derrière, pour redémarrer, il faut que vous récupériez les données de l'entreprise. Et ces entreprises, elles ne peuvent venir que d'une sauvegarde que vous aurez fait avant d'avoir été touché par l'attaque. Donc, c'est vraiment un outil, la sauvegarde, c'est un outil extrêmement important pour s'en sortir au mieux après une attaque. La sauvegarde, dans le contexte où on est, de mesures d'urgence, où on n'a pas beaucoup de temps devant nous potentiellement pour agir, je dirais, si vous n'avez pas un système vraiment dédié à la sauvegarde, de type serveur NAS, hein, qui sont vraiment des outils adaptés pour faire des sauvegardes fiables, si vous n'avez pas ça et vous n'aurez pas le temps de vous en doter dans ce cas-là d'ici 15 jours, au pire, utilisez un disque dur ou une clé USB, enfin tout ce que vous pouvez trouver comme support, mais il vaut mieux utiliser ces outils de type disque dur ou clé USB comme sauvegarde rapide et urgente plutôt que de ne pas avoir de sauvegarde du tout. Dans un second temps, si on est amené à se revoir après les JO au travers d'ateliers sur la cybersécurité ou d'accompagnement individuel, je vous dirais qu'effectivement, un disque dur n'est pas un bon périphérique de sauvegarde. Parce qu'un disque dur, à tout moment, que vous l'ayez acheté ce matin ou il y a 2 ans, peut électroniquement vous lâcher. Et donc, vous pouvez perdre vos données. C'est l'intérêt des serveurs adaptés qui sont redondants et évitent la perte. Mais en tout cas, dans l'urgence, faute de mieux, normalement, un disque dur ne vous lâche pas. Il y a une faible probabilité que ça vous arrive, que ça vous lâche. Faute de mieux, ayez absolument une sauvegarde. Premier point. Deuxième point, cette sauvegarde, dès qu'elle est faite, déconnectez-la de l'ordinateur ou du réseau. Pourquoi? Parce que si vous êtes atteint par un virus de type rançongiciel, le virus va vouloir se répartir partout, et si la sauvegarde est connectée au PC qui est infecté, la sauvegarde sera infectée aussi, et du coup inutilisable. Pour la fréquence de la sauvegarde, là, ça dépend un petit peu de ce que vous pouvez supporter de perdre en durée de données. Est-ce que si vous avez un incident et que vous avez perdu le mois dernier en matière de données, c'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer tous les devis, toutes les propositions, toutes les factures clients qui ont été faites, tous les plans éventuellement, est-ce que perdre un mois vous permet de redémarrer malgré tout? Si oui, la fréquence peut être mensuelle. Sinon, il faut avoir une fréquence de sauvegarde peut-être plus rapide. Ça peut être la semaine, voire le jour, en fonction de votre rythme d'activité. Quatrième action, donc là, on quitte le domaine technique et là, on est plus nettement sur du comportement humain.
Là, c'est uniquement une attention à apporter. Alors pour vous et tous les collaborateurs de l'entreprise, toutes les personnes qui ont accès aux équipements de l'entreprise, et la seule chose qu'on puisse vous indiquer, c'est la prudence. Et en l'occurrence, dans la mesure où le risque vient par le fait de ouvrir une pièce jointe ou d'aller cliquer sur un lien piégé, la seule chose à faire, c'est avant de cliquer, il faut absolument que vous vérifiez un certain nombre de choses. D'abord, l'expéditeur. On verra tout à l'heure un exemple de vérification de l'identité d'un expéditeur d'un message. Mais d'abord, est-ce que c'est un expéditeur que vous connaissez? Et même si c'est quelqu'un que vous connaissez, est-ce que vous êtes sûr que c'est réellement cet expéditeur-là qui vous a écrit ou envoyé quelque chose? On va voir des moyens de vérification. Le contenu. Donc là, le contenu, également, soyez très, je dirais, très méfiant par rapport au contenu des messages. Est-ce que le message que vous recevez éventuellement de quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être votre banque, votre assureur ou autre, peu importe, hein. Est-ce que ce message vous demande de fournir une information qu'a priori la personne a déjà? Donc du coup, pourquoi vous envoie-t-on un message pour vous redemander quelque chose qui est déjà connu? Autre élément qu'on a déjà perçu tout à l'heure sur les exemples de mails de hameçonning, méfiez-vous de tout message qui vous dit attention, il y a une situation exceptionnelle, hein, vous risquez une amende, vous risquez la fermeture d'un compte, vous risquez quelque chose, une pénalité ou autre, et en plus, si vous ne réagissez pas dans les 48 heures, dans les 24 heures, bon, là, typiquement, ce genre de message doit vous alerter. Et puis également, bon, alors sur un aspect très pratique, mais il y a malheureusement des cas qui apparaissent. Tout message qui comprend, qui serait éventuellement interne envoyé par le chef d'entreprise à son assistant ou son assistante, qui fait mention d'une opération financière qui serait un peu exceptionnelle et totalement hors cadre de tout ce qui se fait habituellement, grande méfiance également. Le dernier point, il est de moins en moins, alors il faut toujours l'avoir en tête, mais il est de moins en moins pertinent. Il y a quelques temps, quelques années, pour ne pas dire, les messages des pirates souvent comportaient des erreurs. La rédaction n'était pas terrible, il y avait des fautes d'orthographe, c'était un peu grossier. On pouvait deviner que ce n'était pas un mail qui venait d'Orange ou de votre assureur. Là, malheureusement, les pirates progressent et en plus, ils bénéficient de l'intelligence artificielle. Et donc, avec ces outils-là, les messages d'hameçonnage ou les messages potentiellement porteurs de rançongiciel vont avoir de plus en plus l'apparence du vrai. Donc, malheureusement, on ne peut pas trop se fier à ça. Comment vérifier dans un premier temps qui vous a envoyé un message? Donc voilà deux captures d'écran. En l'occurrence, donc là, j'ai reçu un message d'une société qui s'appelle Cerda Conseil. Et sur l'entête du message, il y a une adresse qui est présente. On m'indique qu'a priori, ça a été envoyé par Cerda Conseil. Attention, dans certains cas, les pirates ont la possibilité de moduler l'information qui apparaît là. Et donc, pour vérifier, une chose on vous conseille fortement de faire, c'est que vous passez votre curseur de souris sur cette adresse et, suivant votre logiciel de messagerie, ça fait apparaître une fenêtre d'information supplémentaire. Et là, dans cette fenêtre, l'adresse qu'on a là, c'est l'adresse technique de l'expéditeur. Donc, si vous avez identité entre les deux, là, en l'occurrence, a priori, je devrais avoir confiance, c'est bien Cerda Conseil qui m'a envoyé ce message. Si on a ici une adresse différente de celle qui est là, alors là, grande méfiance, vraisemblablement, c'est pas un bon mail. Autre élément de vérification, vous pouvez avoir dans des messages ou aussi parfois sur des sites web des boutons qui vous incitent à agir, hein, en savoir plus. Là, en l'occurrence, c'était possibilité de s'inscrire sur un webinaire. Là également, passez votre souris sur le bouton. Ça permet en général, donc là, on peut être sur le navigateur, ça permet de faire apparaître également une fenêtre supplémentaire qui va vous donner l'adresse Internet vers laquelle vous allez être redirigé si vous cliquez. Et donc là, on va retrouver au moins un morceau de Cerda qui est l'expéditeur. Dans ce cas-là, a priori, on va bien sur le site de la personne qui m'a envoyé le message. C'est pas parce qu'on ne retrouve pas exactement le site que c'est forcément message piégé. Il y a parfois des raisons techniques pour que, mais en tout cas, si ce n'est pas le même site, ça veut dire qu'il y a méfiance à avoir. Sur les sites, il faut quand même faire attention.
Donc là, par exemple, un exemple de message piégé. Alors, on a bien évidemment, soi-disant, un message des impôts, mais l'expéditeur, alors là, c'est même dans la barre de message, hein, on a une adresse qui n'a rien à voir avec les impôts. Donc là, grande méfiance. Grande méfiance aussi, c'est très rare que, enfin, en tout cas, je pense que c'est malheureusement très rare que les impôts envoient un message pour dire qu'ils sont prêts à me verser une certaine somme d'argent. Donc là aussi, là pour le coup, il faut se méfier. Mais en plus, il y a l'urgence, attention, valable, durée limitée. Donc voilà, un événement exceptionnel qui vous attire et en plus, vous avez la pression pour répondre. Ce qui ne mange pas de pain, c'est qu'en plus, le pirate a pris la peine de mettre une mention, bien évidemment, sur la cybersécurité. Soyez prudents, hein, ne tombez pas dans le piège, bien sûr. Alors, les noms de domaine. Hein, il peut être intéressant de vérifier que quand on vous envoie vers un site internet, vous êtes sur le bon nom de domaine. Attention, attention, alors on ne va pas passer beaucoup de temps, et même quand vous êtes soumis à un mail avec réponse rapide, vous n'avez pas le temps de beaucoup réfléchir. Voilà par exemple une liste de noms de domaines sur des sites internet. Certains sont bons et certains ne sont pas bons. Bon, on ne va pas passer de temps là-dessus, mais en vert, vous avez ceux qui étaient bons, donc ceux-là, on pouvait leur faire confiance, et en rouge, ceux qui ne sont pas bons. Évidemment, hein, le but du jeu pour les pirates, c'est de réserver, d'acheter, de réserver, et puis d'utiliser un nom de domaine légèrement déformé. Là, il manque une lettre, par exemple. Là, on a changé des lettres aussi, là aussi, par exemple. Et quand vous cliquez sur ce lien-là, par exemple, on peut imaginer que vous alliez sur un site qui ressemblera au site de Wikipédia, mais qui, au bout d'un moment, vous demandera de saisir des informations personnelles. Un exemple un peu particulier, le cas de Google, par exemple. Ça, c'est l'adresse officielle de Google. Ça, c'est pas l'adresse officielle de Google, mais en l'occurrence, Google a pris la précaution d'acheter ce nom de domaine-là. Et quand on clique dessus, on se retrouve automatiquement sur le bon site. Par contre, ils n'ont pas acheté à temps celui-là, Google. Et celui-là, alors maintenant, il est inactif, mais il y a quelque temps, il l'a envoyé vers un faux site également. Bon, un petit récapitulatif sur les bons gestes de prévention, hein, avant de cliquer, parce que là, c'est vraiment chaque personne face à son clavier qui va choisir, faire le bon choix ou pas. Donc, dès que vous avez un doute, on ne clique pas, on analyse, cherchez à vérifier l'expéditeur. Donc, en plus d'aller regarder éventuellement par le passage de souris qui va vous envoyer, vous recevez un mail bizarre de votre banque. Dans ce cas-là, vous ne suivez pas le lien qui vous est proposé. Vous allez sur votre navigateur Internet, vous vous connectez comme vous le faites d'habitude à votre espace client sur la banque, et vous allez voir si effectivement elle vous a envoyé un message ou pas. C'est le moyen d'être sûr. On ne fournit jamais ses identifiants et surtout donc jamais de mot de passe. Et je reprends le message qui est en dessous. Hein. Jamais que ce soit une banque, un opérateur Internet, une assurance, un service public, jamais on ne vous demandera au téléphone ou en ligne de saisir un mot de passe. Jamais, jamais, jamais. Dès que vous voyez qu'on vous pose la question, c'est que vous n'êtes pas sur le bon site. Rapidement, un autre risque possible, ça peut, en naviguant sur Internet, parfois vous pouvez avoir des écrans de ce type-là qui semblent vous dire que vous avez été infecté et qu'on vous demande d'appeler un numéro de support technique, éventuellement de scanner un QR code. Ça, en général, c'est pareil, le Windows ne fonctionne pas comme ça. Typiquement, ce message-là est destiné à vous envoyer là où il ne faut pas. Donc, la chose à faire, si vous pouvez, vous fermer la fenêtre qui apparaît au moment où vous naviguez. Si vous ne pouvez pas fermer la fenêtre, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, vous éteignez votre ordinateur et ça peut souvent suffire à faire disparaître le problème. En fait, cette fenêtre-là vous alerte, vous fait peur, mais souvent, vous n'êtes pas encore complètement piraté. On fait un dernier point d'alerte. Attention aux clés USB qui peuvent traîner, que ce soit dans la rue, sur des comptoirs, dans des magasins ou autres. Hein. Parfois, intentionnellement, il y a des clés avec des virus qui sont mis à disposition. Quand vous installez un logiciel, faites-le toujours à partir du site de l'éditeur du logiciel. Et puis, un conseil général, c'est autant que possible sur les ordinateurs, notamment Windows, hein, mais essayez de ne pas vous trouver tout le temps dans un compte qui vous donne accès, qui vous donne tous les droits sur le PC. Il faut que vous ayez un compte avec un mot de passe très fort parce que vous avez besoin d'installer des choses. Mais dans la vie courante, pour ce qui est de recevoir des mails et de mettre en forme des documents et de faire des devis, vous pouvez avoir des comptes utilisateurs qui ont moins de droits et qui sont dans ce cas-là utiles parce que quand un virus tente de s'installer, s'il est administrateur, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut.
S'il est utilisateur, il y aura certains droits d'installation et de propagation qu'il ne pourra pas mettre en œuvre. Alors maintenant, que faire en cas d'attaque? Bon, alors ne paniquez pas, je l'ai indiqué, mais c'est plus facile à écrire qu'à dire si vous êtes touché. Un conseil général, il y a quelque chose qui ne va pas. Débranchez les équipements d'Internet, donc débrancher du réseau, de la box, mais par contre, n'éteignez surtout pas l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si vous éteignez l'ordinateur, vous allez, avec l'extinction de l'ordinateur, effacer la mémoire et peut-être effacer des traces laissées par le piratage. Donc, en vue d'une enquête ultérieure, c'est important de ne pas éteindre les équipements touchés, mais de les déconnecter les uns des autres et du réseau Internet. Ensuite, évidemment, il faut savoir, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite, savoir quel problème vous avez en face de vous. Bon, quand c'est un rançongiciel, vous êtes au courant assez vite parce que vous avez un écran qui vous explique très concrètement la marche à suivre. Dans certains cas, c'est moins évident. Et donc, vous avez deux possibilités d'assistance pour vous aider à préciser le problème. Vous avez sur le site cybermalveillance.gouv.fr une assistance en ligne avec un autodiagnostic que vous pouvez faire. Si évidemment vous avez encore accès à Internet, ça peut être difficile. Si vous n'avez pas accès à Internet, il y a un numéro régional qui a été mis, une cellule cybersécurité d'urgence, Normandie Cyber, le 0808 800 001, qui fonctionne tous les jours ouvrés, je crois de 8h à 12h et de 14h à 18h, quelque chose comme ça. Et donc, à ce numéro d'urgence, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui est expert du sujet, qui va vous aider à confirmer le type d'attaque, éventuellement, qui va vous donner quelques conseils d'action urgente à faire tout de suite par vous-même, et qui va vous orienter vers un prestataire pour traiter le problème. Alors, très rapidement, pour ce qui est du rançongiciel, donc là, c'est un type d'écran que vous pouvez avoir, hein, voilà, tout est bloqué. Donc, vous n'éteignez pas les PC, vous débranchez. Alors, concernant la rançon, la doctrine officielle, et qu'on ne peut que relayer, c'est qu'il ne faut jamais payer la rançon qui vous est demandée. Pourquoi? D'une part, si vous payez la rançon, vous n'avez aucune certitude de récupérer vos informations. Hein. C'est ce que l'artisan qui a témoigné tout à l'heure en vidéo disait. Faut considérer malheureusement que les pirates ne sont pas honnêtes. Et donc, voilà, vous pouvez payer et finalement ne pas récupérer. Ensuite, si vous payez, il y a un autre danger dont vous ne pouvez pas vous prémunir, c'est que, indépendamment du fait que le pirate a crypté vos données, il a pu aussi en parallèle en faire une copie. Et donc, de toute façon, même en payant la rançon, vous n'êtes pas sûr qu'il ne va pas utiliser par ailleurs cette copie de vos données pour faire autre chose. Et puis, dernier point, dernier argument contre la rançon, c'est que si vous payez une rançon, ben, vous allez être catalogué de bons clients. Il faut satisfaire ces bons clients et l'expérience montre que les entreprises qui payent les rançons sont souvent l'objet d'une autre vague d'attaques quelques temps après. Vague d'attaque qui sera peut-être plus difficile à contourner parce que pendant le piratage, là encore, le pirate a accès à des données sur vos contacts, vos événements d'agenda et autres, et vous risquez de recevoir des messages piégeants très, 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 très personnalisés et très, très proches, qui peuvent être très, très incitateurs pour vous. Donc, pas payer en rançon. Et donc, concrètement, quand on a un rançongiciel, sauf si vous êtes vraiment un expert vous-même, on ne s'en tire pas sans faire appel à un prestataire spécialisé du domaine. Et ce prestataire, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va remettre complètement votre système à zéro, tout nettoyer, utiliser des antivirus et des anti-logiciels malveillants très, très puissants et très particuliers. Et puis derrière, eh ben, il va vous accompagner pour réinstaller vos logiciels. Et c'est là que, pour le coup, on est content d'avoir une sauvegarde. Parce que si vous n'avez pas de sauvegarde, ou si vous avez le malheur d'avoir une sauvegarde qui a elle-même été contaminée, ben vous repartez avec un système, mais vous repartez de rien. Hein. Vous redémarrez l'entreprise à zéro, ou alors il y a vraiment ce que vous avez en mémoire. Mais enfin, ça peut être délicat. Pour le cas où vous auriez été victime d'un piratage, d'un hameçonnage, en fait, hein, il y a deux cas. Il y a le cas où le pirate il a pu accéder à votre compte et en plus, il a changé le mot de passe. Et dans ce cas-là, vous n'avez vous-même plus accès. Ça, c'est difficile également de se sortir de ça, que ce soit un compte Microsoft ou un compte Facebook.
Si vous n'avez plus accès, allez contacter les opérateurs pour dire c'était mon compte, c'est plus moi, mais je voudrais que ce soit à nouveau moi. Ça peut être assez compliqué et parfois on peut être conduit à devoir créer un nouveau compte Facebook. Mais du coup, en termes de com, ça peut être des impacts. Si vous avez encore accès à votre compte et que vous supposez qu'il a été piraté, tout de suite, changez le mot de passe. Double authentification dès que, si vous avez la possibilité de le faire pour renforcer. Vérifiez que le pirate n'a pas par ailleurs changé les adresses de secours, mail, les numéros de téléphone et autres. Et puis, essayez de récupérer ou de bloquer ce que vous pouvez encore bloquer. Et là aussi, suivant la gravité de ce qui aurait été fait, suivant le type de compte qui aurait été piraté, hein, si c'est votre compte d'accès à votre session Windows qui a été piraté, le pirate, il a pu voler des données, effacer des données, installer des logiciels espions. Dans ce cas-là, il peut y avoir, pour le coup aussi, parfois intervention de nécessité de faire appel à un prestataire et peut-être de recharger les sauvegardes. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de porter plainte. C'est important, d'une part parce que du coup les services spécialisés vont enquêter, peut-être trouver des traces et peut-être pouvoir remonter aux pirates. Et puis c'est important aussi de faire connaître le type d'attaque qui vous a touché vous et qui peut en toucher d'autres. Et puis là encore, on n'a pas le temps de se pencher sur le sujet, mais dans une approche cybersécurité, il y a la réglementation RGPD qui concerne toutes les données personnelles de vos clients, de vos salariés, de vos partenaires et autres. Si pendant l'impact, ces données personnelles ont été touchées, légalement, vous avez obligation d'avertir les personnes que leurs données ont été peut-être copiées, piratées, seront peut-être exploitées. Et par ailleurs, vous risquez d'avoir une enquête de la CNIL et éventuellement une pénalisation par la CNIL parce que vous n'aviez pas pris les précautions qu'il fallait pour protéger ce type de données. Voilà, j'en ai terminé sur ces aspects pratiques. Benjamin, je te laisse peut-être présenter rapidement Oui, notre. alors, donc là, François vous a présenté beaucoup d'éléments sur la cybersécurité. Peut-être il y a des choses que vous pourrez mettre en place par vous-même. Peut-être qu'il y en a d'autres où vous ne savez pas par où commencer. On a tout un parcours qu'on peut vous proposer, alors qui peut se faire entièrement, qui peut se faire à la carte. Vous pouvez commencer par un autodiagnostic. Là, avec le QR code qui est petit, mais je pourrais vous mettre dans la conversation le lien. Vous pouvez, en répondant à des questions, avoir déjà un premier niveau d'analyse de votre situation. Plus personnalisé, vous avez le diagnostic où là, on se rend compte et puis on échange, on fait un état des lieux de votre fonctionnement, y compris sur les aspects de cybersécurité, et on vous fait des préconisations par rapport à des objectifs que vous êtes fixés. Il y a une série d'ateliers qui sont proposés. Aujourd'hui, on a principalement des ateliers autour de la conception et de la fabrication numérique, mais on peut aussi proposer des ateliers sur la cybersécurité. Donc, les ateliers aujourd'hui, vous êtes sur un niveau d'information, sur les ateliers aussi un niveau de pratique. On a des formations, alors sur divers sujets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de formation orientée cybersécurité. On est plutôt en mode atelier sur ce sujet. Mais sinon, on a des formations sur plein d'autres sujets. Et des fois, se former sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de découvrir les bonnes pratiques pour la sécurisation de son compte sur les réseaux sociaux. On peut se rencontrer en rendez-vous aussi conseil. Et on a un volet coaching où on peut venir dans votre entreprise vous accompagner à mettre en place une solution numérique. Et ça peut être aussi sur la cybersécurité avec des points sur lesquels on peut vous accompagner, d'autres non. Ça dépend, en fait. On va être surtout pour vous aider dans une méthodologie et pour adopter des solutions externes, mais pas sur du paramétrage de vos postes, sur des interventions qui sont plus liées à celles d'un prestataire qui gère votre parc informatique. Voilà, il y a vraiment une série de solutions possibles, donc il ne faut pas hésiter. Et si ça ne vous paraît pas clair, il y a juste à nous appeler pour qu'on échange avec vous et qu'on voit ensemble ce qui peut être le plus adapté à vos besoins, sachant que on a des partenaires, des financeurs qui interviennent donc dans la série de solutions qui sont proposées. Il y en a plusieurs
qui sont partiellement et même intégralement prises en charge par les partenaires, donc qui deviennent gratuites pour vous. On va voir est-ce qu'il y a des questions. Et pendant ça, j'affiche simplement, vous allez recevoir après le webinaire un email qui ne sera pas piégé, hein, on vous l'assure, vous proposant de recevoir un badge numérique qui permet pour vous de garder une trace sur le fait que vous avez découvert les mesures de précaution, les premières mesures de précaution sur le sujet cybersécurité. Est-ce qu'il y a des questions maintenant ou qui ont été posées en cours de webinaire? Il n'y a pas eu de questions dans la conversation. Après, s'il y a une question maintenant et que c'est plus pratique pour vous que la conversation, vous pouvez très bien activer votre micro et votre caméra et nous poser directement la question. J'espère qu'on ne vous a pas fait trop peur, malgré tout. Les quelques actions, là, les sauvegardes, mises à jour et mots de passe, ça permet quand même d'arrêter la grande majorité des risques. Plus, bien sûr, la précaution, hein, l'attention avant de cliquer. Après, dans une approche plus large, effectivement, il y a des sujets, bon, il y a la prise en compte des données personnelles, hein, qui nécessite une identification et puis des traitements. En matière de cybersécurité, il y a des attentions aussi à porter à l'accès au site web. Enfin, on n'a pas fait le tour du sujet, là. On a fait vraiment on s'est limité à quelques actions simples et rapides à mettre en œuvre. Après, on ne peut qu'espérer que on passera tous à travers les gouttes, hein. C'est une menace de mauvais temps et on ne peut pas être certain qu'on va être touché, heureusement. Alors, s'il n'y a pas de question, s'il y a une question sur le qui arrive, quels sont les antivirus les plus fiables? Les plus fiables, c'est pas facile de dire qu'un antivirus est plus fiable. Il y a des grands noms, si vous voulez. Bon, déjà, si vous avez des PC, il y a Windows Defender qui est intégré, qui n'est pas mauvais en soi. Et puis après, vous avez des solutions type Avast, Norton Symantec, hein, il y a plusieurs outils. On ne peut pas dire qu'il y en ait un qui domine nettement tous les autres. Ils sont tous globalement bons. Par contre, ils sont bons dans la mesure où ils sont à jour, hein. Une autre question. Apple et antivirus. Puisque je pense que ça fait référence à souvent ce qu'ils disent, c'est que lorsqu'on est avec un environnement Apple, ça n'est pas, on est beaucoup moins, voire pas la cible des virus. Alors, c'est ce qu'il dit. Moi, j'avoue que je connais très mal le côté Apple, donc je ne vais pas être très catégorique. J'ai longtemps entendu, il y a quelque temps, que effectivement le monde Apple se considérait comme pas concerné. Je ne suis pas sûr que ce soit encore totalement vrai, même si probablement il y a beaucoup moins de risques que sur le PC. Mais là, je ne peux pas être plus précis parce que honnêtement, je ne connais pas, je n'utilise pas Apple du tout, donc je ne m'aventure pas sur le sujet. De toute façon, indépendamment indépendamment du système, l'hameçonnage, que vous soyez sur un Mac ou sur un PC, c'est la même chose, hein. Vous recevez un message, vous cliquez sur un lien, vous ouvrez une page Internet. Là, indépendamment du matériel, vous pouvez ou pas communiquer vos identifiants à un pirate. Là où vous êtes peut-être plus protégé, c'est sur les attaques avec un virus qui s'installe, type rançongiciel par exemple, ou des logiciels d'espionnage, peut-être. Mais Apple ne veut pas dire risque totalement zéro en matière de cybersécurité. On ne peut pas dire ça non plus. Non, bah, de toute façon, ils ont comme Windows et un antivirus intégré. Après, il y a quand même les éditeurs d'antivirus qui proposent une version pour Apple. Donc, il peut y avoir une utilité. Ça dépend
des niveaux de protection dont vous avez besoin. Euh, alors, il y a une autre question, c'est quelle est la fréquence de modification des mots de passe? Pas de règle, pas de règle. Je dirais à l'approche de ce qui vient, faut le changer maintenant. Après, si vous avez un mot de passe très fort, si vous choisissez un mot de passe très fort, vous pouvez considérer qu'il va être, je dirais, valable, hein. Euh, alors, moi, j'ai pas de chiffre à donner, hein, peut-être quelques semaines ou quelques mois. Après, il faut quand même faire attention parce que même avec un mot de passe très fort, si ce mot de passe est rempli sur, je sais pas moi, sur un site où vous déclarez en ligne, je sais pas moi, vous faites des déclarations de TVA par exemple ou autre chose. Si ce mot de passe très fort est renseigné sur cette base de données et que cette base de données est elle-même piratée, dans ce cas-là, aussi fort soit-il, dans ce cas-là, il est éventuellement récupérable par un pirate. Donc, bon, changer tous les jours, ça serait bien exagéré. Je dirais raisonnablement, peut-être, idéalement tous les mois, peut-être. C'est vraiment une affaire d'appréciation du risque, hein. Il n'y a pas de règle absolue. En fait, dès qu'on a connaissance qu'il y a eu un risque sur la plateforme qu'on utilise, il faut le Voilà, changer. là Et c'est déclenchant. aussi, si par exemple, on a un mot de passe qui a peut-être 5 ans, ou à cette période-là, c'était plutôt, on conseillait d'avoir un mot de passe de 8 caractères, et qu'on ne l'a pas bougé depuis un moment, il faut se dire qu'il faut plutôt le changer pour essayer d'avoir un mot de passe plutôt de 12 caractères. Ah ben là, c'est sûr que 5 ans, c'est beaucoup trop long. Mm. Autant je ne suis pas affirmatif entre 24 heures, 48 heures ou une semaine, autant en plusieurs années, non. Non. Et en plus, si c'est plusieurs années, à l'approche de ce qui vient, là, c'est vraiment le moment de changer, hein. Profitez-en. C'est l'occasion. Après, peut-être que vous repartirez pour 5 ans, mais au moins maintenant, ayez un mot de passe tout neuf. Alors, il y a aussi alors je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, les antivirus bloquent les fonctionnalités. Euh, euh, et nous conseille de ne pas les installer. Et après la suite, c'est le risque des téléphones portables. Alors, les Je- téléphones portables peuvent être victimes de virus. Oui, ça peut arriver. Donc, il peut y avoir on peut installer des antivirus sur un téléphone portable. Après, les antivirus, effectivement, quand on les installe, on peut installer avec, en option, il y a parfois des modules adaptés au navigateur que vous utilisez et qui peuvent bloquer l'accès à certains sites parce qu'ils considèrent que c'est trop dangereux. Donc, ça peut parfois causer un petit peu de désagrément ou une moindre liberté dans l'utilisation d'accès à Internet, par exemple. Ça fait penser aux bloqueurs de publicité sur les navigateurs. En fait, dans les deux, allez, au moins 90% des cas, ça vous bloque vraiment une publicité. Et puis de temps en temps, ça vous bloque une fenêtre qui s'était ouverte et qui sert dans la navigation sur un site internet. Mais en général, de toute façon, vous avez quelque chose qui s'affiche dans le navigateur et vous savez à ce moment-là que vous pouvez débloquer cette fenêtre. Et dans la plupart des cas, ça vous bloque une fenêtre qui va plutôt vous embêter qu'être utile. Après, il y a certains systèmes de certificats de sécurité qui sont associés à des sites Internet et certains logiciels antivirus peuvent refuser d'ouvrir un site Internet si son certificat de sécurité n'est pas à jour. Donc oui, ça peut Alors, parfois conduire à une gêne d'accès à certains sites. Mais ça veut dire que potentiellement, si le certificat n'est pas à jour, c'est que le site représente un risque potentiel. Alors après, outre la fenêtre où on peut éventuellement passer outre, on peut aussi peut-être dans certains cas dire à l'antivirus, je demande une exception, ce site-là, son certificat n'est pas à jour, mais je sais que il est fiable, en tout cas moi je veux pouvoir y accéder, et on peut demander une exception pour avoir un accès malgré tout. sur les téléphones portables, enfin, il y a des évidences, mais on les voit pourtant encore en entreprise, c'est d'avoir quelque chose pour verrouiller son téléphone quand on n'en parle pas. Alors, on a il y a plusieurs éléments. Donc, le blocage des fonctionnalités Apple.
Alors là, je vois pas exactement de quoi il s'agit. Et c'est peut-être c'est la suite sans doute de la première partie et des antivirus. Si on met un antivirus sur Apple, ça bloque peut-être des éléments, je ne sais pas. Et on a une. Alors, de toute façon, bon, c'est vrai qu'Apple, c'est un environnement un peu à part. Donc, il y a vraiment que Apple qui maîtrise tous les paramètres de l'environnement. Mais comme Apple a fait comme Windows avec Windows Defender, a un propre système d'antivirus, ça fait un premier niveau de protection. Après, mais il n'y a pas que sous Apple, hein. Moi, je l'ai vu le problème sous Windows aussi, hein, avec certains antivirus qui sont, on va dire, qui surveillent beaucoup ce qui se passe, ils ont tendance à bloquer beaucoup de choses. Pour débloquer, il faut parfois avoir préenregistré un mot de passe et ça débloque cette fonctionnalité. Alors c'est vrai que pour les utilisateurs, ça peut être un peu agaçant. Par contre, ça protège très bien les postes informatiques. Pour les antivirus, j'attire quand même l'attention sur il faut mieux utiliser des logiciels qui ont pignon sur rue. Des logiciels qui existent depuis plusieurs années et qui peuvent avoir une certaine notoriété en termes d'efficacité et de fiabilité. Des antivirus, entre guillemets, qu'on peut télécharger gratuitement, pas cher, qui existent depuis peu de temps, qui n'existeront peut-être pas très longtemps. On peut avoir un risque sur la fiabilité de ce genre d'outils, donc il faut mieux là tabler plutôt sur des grands noms. Kaspersky, que j'ai pris en référence tout à l'heure parce qu'ils avaient des données sur les mots de passe piratés, par exemple, dans la mesure où il a une origine russe, en l'occurrence aux États-Unis, est un outil qui est déconseillé parce que il y a des soupçons de, alors pour nos cas, nous, ce serait pas peut-être pas gênant, mais il y a des soupçons que ce genre d'outil puisse, en dehors de ou en plus de protéger les ordinateurs, de récupérer des données parce que du coup, un antivirus surveille tout et éventuellement fasse de la recopie de données à destination d'un État, par exemple. Et par rapport aux questions antivirus et smartphones, il y a de plus en plus les logiciels antivirus proposent des packs qui vont couvrir peut-être un, deux ou trois postes informatiques et des smartphones, donc soit en pack familiaux, en pack entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur des. Il y a d'ailleurs des niveaux de prix qui sont très très différents. Il y a pas mal d'années, on avait à peu près qu'un seul prix pour un antivirus d'un éditeur. Aujourd'hui, vous avez des choses qui commencent à 30 euros par an et qui vont jusqu'à beaucoup plus que 100 euros par an, selon ce que ça couvre et le nombre de solutions que ça couvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets dans la conversation un lien vers le site internet de la CMA Normandie, sur lequel, en bas de la page, vous trouverez tous les contacts selon le territoire où vous êtes situé. Donc, si vous souhaitez aller plus loin ou si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à aller sur cette page et à contacter l'interlocuteur de votre territoire. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va vous laisser. Donc, bon, on ne peut que vous souhaiter d'appliquer les bons conseils qu'on vient de voir ensemble. Normalement, en les appliquant, vous vous trouverez dans une situation bien supérieure pour affronter la tempête à venir. Voilà. Très bien. Bah, merci à tous. Et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. On vous enverra, alors, outre le mail de badge, on va mettre aussi un lien vers le replay du webinaire.
Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.